Dans l'effervescence sophistiquée de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, où les annonces bilingues se fondaient dans le brouhaha des valises roulantes et des conversations pressées, une scène brutale venait de faire taire la foule. Aurore Mbaye, une jeune femme noire de 22 ans, se tenait immobile devant le comptoir de la compagnie aérienne L'Aile d'Azur, le cœur battant à tout rompre, ses mains tremblantes serrant son billet de première classe. Ses yeux, écarquillés d'incrédulité, fixaient les lambeaux de son passeport éparpillés sur le sol de marbre poli, déchiré avec une froideur glaçante par Véronique Dubois, l'hôtesse au comptoir. « Ce passeport est faux, mademoiselle », avait déclaré Véronique, sa voix tranchante comme une lame, teintée d'un mépris à peine voilé. « Et votre billet n'est pas valide. Veuillez vous écarter. » Aurore sentit une vague de chaleur monter en elle, un mélange d'humiliation, de colère et de désarroi. Elle n'était pas novice en matière de voyages internationaux. Étudiante brillante à la Sorbonne, elle avait sillonné l'Europe pour ses études et jamais son passeport n'avait été remis en question. Pourtant, en cet instant, face à cette femme qui la toisait avec une autorité arrogante, Aurore se sentit réduite à néant, son identité jetée aux orties comme un vulgaire déchet. L'aéroport incarnait l'élégance parisienne dans toute sa splendeur, sol de marbre luisant, boutiques de luxe exposant des parfums de Chanel et des montres Cartier, écrans géants diffusant des publicités aux accents sophistiqués. Les hôtesses de l'Aile d'Azur, en uniforme bleu marine impeccable, incarnaient cette perfection française, leur sourire professionnel masquant une froideur mécanique. Aurore, vêtue d'un tailleur noir sobre mais élégant, avait espéré que ce voyage serait une simple formalité, un trajet de routine pour rentrer à Paris après un semestre à Londres, où elle avait brillamment achevé un programme d'échange en droit international. Ce vol était un pas vers un colloque professionnel crucial, une opportunité de briller dans un monde où elle avait déjà tant à prouver. Son billet de première classe, payé avec ses propres économies, était un symbole de son ambition, une preuve tangible de son travail acharné. Mais dès qu'elle s'était avancée vers le comptoir, elle avait senti un malaise diffus, un regard trop insistant, une tension dans l'air qui trahissait une hostilité subtile. Véronique Dubois, la trentaine, grande et élancée, arborait un chignon parfait et un badge scintillant sous les néons. Son maquillage impeccable accentuait l'austérité de son expression et ses gestes, précis et autoritaires, semblaient destinés à imposer son pouvoir. Lorsqu'Aurore lui tendit son billet et son passeport, Véronique haussa un sourcil, ses lèvres pincées formant une ligne fine. « Un instant, mademoiselle, » dit-elle, son ton sec, presque accusateur. Elle scanna les documents avec une lenteur délibérée, ses yeux passant de l'écran à Aurore, comme si elle cherchait une faille. Aurore, habituée aux micro-agressions, ces petites piques qui rappelaient sans cesse qu'elle n'était pas tout à fait à sa place, tenta de rester impassible. Elle avait voyagé seule à maintes reprises, affronté des regards scrutateurs, des questions déplacées sur ses origines sénégalaises, mais elle s'était forgé une armure invisible, un sourire poli, une voix mesurée, une posture droite. Pourtant, ce jour-là, quelque chose dans l'attitude de Véronique la mettait particulièrement mal à l'aise. C'était plus qu'un simple contrôle de routine. C'était une évaluation, un jugement. « Votre billet n'est pas dans le système », annonça Véronique, après un silence pesant, ses yeux ne quittant pas l'écran. Aurore fronça les sourcils, perplexe. « Pardon ? J'ai réservé ce billet il y a des semaines et j'ai fait l'enregistrement en ligne ce matin. Il doit y avoir une erreur. » Sa voix était calme mais ferme. Elle connaissait ses droits et n'allait pas se laisser intimider. Véronique, cependant, ne semblait pas disposée à écouter. Elle repoussa le billet vers Aurore avec un geste dédaigneux. « Je ne vois rien ici. Et ce passeport ?» Elle saisit le document, le feuilletant avec une moue sceptique. « Il ne semble pas authentique. » Aurore sentit son estomac se nouer. « Pas authentique? C'est impossible. J'ai voyagé avec ce passeport dans toute l'Europe. Vous pouvez vérifier les tampons, les visas. » Mais avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit, Véronique, d'un geste théâtral, déchira le passeport en deux.
les morceaux tombant au sol comme des feuilles mortes. Un hoquet collectif parcourut la foule autour du comptoir. Les conversations s'éteignirent, les regards convergèrent vers la scène. Aurore sentit ses jambes vaciller, son souffle se couper. Ce passeport, c'était plus qu'un simple document. C'était la preuve de son identité, de son droit d'exister dans cet espace, de voyager librement. Le voir réduit en lambeaux par une inconnue devant des dizaines de témoins était une violence qu'elle n'avait jamais anticipée. Les faux passeports sont une menace pour la sécurité, marmonna Véronique, jetant un regard glacial à Aurore, comme si elle n'était qu'une intruse. Vous devriez savoir qu'on ne plaisante pas avec ça. Aurore, la gorge serrée, parvint à articuler. C'était mon vrai passeport. Sa voix tremblait, non pas de peur, mais d'une rage contenue. Elle voulait crier, protester, mais elle savait que perdre son sang-froid ne ferait qu'aggraver la situation. Elle avait déjà vécu des moments où sa colère, légitime, avait été retournée contre elle, transformée en une preuve de son manque de civilité. Parmi les spectateurs, un homme d'une 60aine d'années, vêtu d'un costume gris impeccablement coupé, s'avança. Monsieur Dupont, un retraité bourguignon et habitué des vols long courriers, avait observé la scène avec une indignation croissante. « Madame, » dit-il à Véronique, sa voix grave teintée d'un accent chaleureux mais ferme. « J'ai vu ce passeport de loin. Il semblait tout à fait en règle. Vous n'avez pas le droit de détruire un document officiel comme ça. Ce que vous faites est scandaleux. » Véronique le foudroya du regard, son sourire crispé trahissant son agacement. « Monsieur, ceci ne vous concerne pas. Retournez à votre place. » Mais Monsieur Dupont ne bougea pas, ses yeux plissés, défiant son autorité. Une femme à ses côtés, Madame Lefebvre, une Parisienne élégante d'une 40aine d'années, hocha la tête en signe d'approbation. « Il a raison, » murmura-t-elle, assez fort pour être entendue. « C'est inadmissible. » Quelques murmures s'élevèrent dans la foule, certains passagers sortant leur téléphone pour filmer. Aurore, malgré son désarroi, sentit une lueur d'espoir. Elle n'était pas seule. Elle prit une profonde inspiration, tentant de rassembler ses pensées. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait face à ce genre de traitement. Les remarques sur son accent, les questions insistantes sur sa nationalité, les regards qui semblaient toujours chercher une raison de douter d'elle, tout cela faisait partie de son quotidien. À la Sorbonne, elle avait brillé par son intelligence, mais même là, certains professeurs l'avaient regardée avec une curiosité mêlée de scepticisme, comme si son excellence était une anomalie. Elle avait appris à naviguer ses eaux troubles, à répondre avec grâce, à prouver sans cesse sa valeur. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, on l'avait dépouillée de son identité, publiquement, sans la moindre justification. Elle pensa à son père, Monsieur Leroux, le PDG de l'Aile d'Azur, un homme respecté dans l'industrie aéronautique, connu pour son engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion. Aurore avait toujours pris soin de se démarquer de l'ombre de son père, de tracer son propre chemin. Elle n'avait jamais voulu être la fille de, préférant se faire un nom par ses propres mérites. Mais en cet instant, face à l'injustice criante, elle comprit qu'elle ne pouvait pas affronter cela seule. Discrètement, elle sortit son téléphone et composa le numéro de son père. La tonalité résonna 2 fois avant que sa voix chaude et rassurante ne réponde. « Aurore, ma chérie, tout va bien? Tu es à l'aéroport? » Aurore déglutit, luttant pour garder son calme. « Papa, il s'est passé quelque chose. Une hôtesse, Véronique, a déchiré mon passeport. Elle dit que mon billet est invalide, que je n'ai pas ma place en première classe. Elle m'a humilié devant tout le monde. » Un silence suivit, chargé de tension. Elle pouvait presque entendre son père réfléchir, peser chaque mot. Monsieur Leroux, un homme qui avait gravi les échelons dans un monde où les préjugés étaient monnaie courante, savait ce que sa fille ressentait. « Reste où tu es, » dit-il enfin, sa voix ferme mais contenue. « J'arrive tout de suite. Ne bouge pas. » Pendant ce temps, Véronique continuait de gérer le comptoir avec une assurance inébranlable,
ignorant les regards désapprobateurs des autres passagers. Elle semblait convaincue d'avoir agi dans son droit, d'avoir mis à sa place une jeune femme qu'elle jugeait indigne de voyager en première classe. Pour elle, Aurore n'était qu'une anomalie, une personne qui ne correspondait pas à l'image qu'elle se faisait des clients privilégiés de l'aile d'Azur. Elle échangea un sourire complice avec une collègue, Sophie, une jeune hôtesse qui semblait mal à l'aise mais n'osait pas contredire Véronique. « Tu as vu son culot ?» murmura Véronique, assez fort pour que les passagers proches l'entendent. Venir avec un faux passeport et prétendre être en première classe. Certaines personnes ne savent pas rester à leur place. Sophie esquissa un sourire nerveux, jetant un regard furtif à Aurore, qui se tenait à quelques mètres, le visage impassible, mais les poings serrés. Aurore, en attendant son père, observait la foule. Elle remarqua un jeune homme, probablement un étudiant, qui filmait la scène avec son téléphone, ses yeux écarquillés par l'incrédulité. Une femme âgée, portant un foulard en soie, secoua la tête en marmonnant quelque chose à son compagnon. Monsieur Dupont, toujours debout près du comptoir, discutait à voix basse avec Madame Lefebvre, qui semblait de plus en plus indignée. « C'est une honte, » dit-elle. « Cette compagnie se targue d'être prestigieuse, et voilà comment ils traitent leurs passagers. » Aurore sentit une vague de gratitude envers ces inconnus qui, même timidement, prenaient son parti. Mais elle savait aussi que leur soutien ne suffirait pas. Ce n'était pas seulement une question de passeport ou de billet. C'était une question de respect, de dignité, de justice. Quelques minutes plus tard, une silhouette imposante traversa le terminal, attirant tous les regards. Monsieur Leroux, en costume anthracite taillé sur mesure, avançait d'un pas assuré, accompagné de 2 membres de son équipe exécutive, une femme et un homme en costume tout aussi impeccable. Son visage, habituellement affable, était marqué par une gravité inhabituelle. Les hôtesses au comptoir se figèrent, reconnaissant immédiatement le PDG de la compagnie. Véronique, occupée à scanner un autre billet, ne remarqua pas tout de suite sa présence. Ce fut Aurore qui, en relevant les yeux, croisa le regard de son père. Il lui adressa un léger hochement de tête, un geste qui lui redonna courage. Elle savait que son père, malgré son pouvoir, préférait agir avec discrétion, mais aujourd'hui, il semblait prêt à faire une exception. Monsieur Leroux s'approcha du comptoir, sa voix posée mais autoritaire. « Madame Dubois, » dit-il, lisant le nom sur son badge. « Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez détruit le passeport de ma fille? » Le silence qui suivit fut assourdissant. Véronique blêmit, ses yeux passant de Monsieur Leroux à Aurore, comprenant soudain la gravité de son erreur. « Je pensais que c'était un faux, monsieur, » balbutia-t-elle, sa voix tremblante. « Le billet n'était pas dans le système et le passeport. Il ne semblait pas. » Monsieur Leroux l'interrompit d'un geste de la main. Ce passeport était authentique, comme vous auriez pu le vérifier si vous aviez suivi la procédure. Ce que vous avez fait est non seulement inacceptable, mais illégal. Vous rendez-vous compte de la gravité de vos actes? Véronique, acculée, tenta de se justifier. « Monsieur, je n'avais aucune intention de... Je voulais juste protéger la sécurité des passagers. » Mais ces mots sonnaient creux, et les regards des autres passagers, désormais ouvertement hostiles, pesaient sur elle. Monsieur Dupont s'avança à nouveau. « Monsieur Leroux, dit-il, cette jeune femme a été traitée de manière scandaleuse. J'ai voyagé avec votre compagnie pendant des années et je n'ai jamais vu une telle injustice. » Madame Lefebvre hocha la tête. « Vous devez faire quelque chose. Ce genre de comportement ne peut pas être toléré. » Aurore, immobile, sentit une vague de soulagement l'envahir. Son père était là, et il ne laisserait pas cette injustice passer. Mais elle savait aussi que ce n'était que le début. Véronique, désormais pâle comme un linge, tenta de reprendre contenance, mais son assurance s'effritait à vue d'œil. Les passagers autour, dont certains continuaient de filmer, attendaient de la suite. Aurore comprit que cette confrontation ne concernait pas seulement son passeport ou son billet. C'était une lutte pour sa dignité, pour son droit d'être traité avec respect.
et elle était prête à aller jusqu'au bout. « Papa, » dit-elle doucement, sa voix ferme malgré l'émotion. « Je veux que cela soit réglé correctement, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui pourraient subir la même chose. » Monsieur Leroux posa une main sur son épaule, un geste de soutien silencieux. « Ne t'inquiète pas, Aurore, nous allons régler ça. » La tension dans l'air était palpable, et le terminal, habituellement si bruyant, semblait suspendu dans un silence expectant. Véronique, désormais seule face à la colère contenue de Monsieur Leroux et à l'indignation croissante des passagers, comprit qu'elle avait franchi une ligne dont elle ne reviendrait pas facilement. Aurore, quant à elle, sentit une force nouvelle naître en elle. Ce n'était pas seulement une question de justice personnelle, c'était le début d'un combat plus grand, un combat pour changer les choses, pour faire entendre sa voix et pour s'assurer que personne d'autre ne subirait ce qu'elle venait de vivre. Le silence oppressant du terminal de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle semblait encore vibrer des échos de la confrontation. Aurore Mbaye, debout à quelques mètres du comptoir de l'Aile d'Azur, sentait son cœur battre à un rythme effréné, mais son visage restait impassible, un masque de détermination forgé par des années à naviguer dans un monde qui la jugeait trop souvent avant même qu'elle n'ouvre la bouche. La présence de son père, Monsieur Leroux, PDG de la compagnie aérienne, avait renversé la dynamique. Véronique Dubois, l'hôtesse arrogante qui avait déchiré son passeport, était désormais acculée, son assurance ébranlée par l'arrivée inattendue du patron. Mais pour Aurore, ce n'était que le début. Ce qui s'était passé n'était pas seulement une attaque personnelle, c'était le symptôme d'un mal plus profond, d'un système qui permettait à des gens comme Véronique d'agir en toute impunité. Alors que son père échangeait des mots fermes mais mesurés avec Véronique, Aurore savait que l'histoire ne s'arrêterait pas là. Quelque chose en elle s'était réveillé, une flamme de justice qu'elle n'avait jamais sentie aussi vive. Elle ne voulait pas seulement un nouvel passeport ou une excuse. Elle voulait que Véronique paie pour son acte et que personne d'autre ne subisse ce qu'elle avait enduré. Véronique, toujours derrière le comptoir, tentait de reprendre contenance. Ses joues, habituellement pâles et impeccables, s'étaient empourprées sous le poids des regards accusateurs. « Monsieur Leroux !» balbutia-t-elle, sa voix tremblante trahissant son malaise. « Je vous assure que je n'avais aucune intention de manquer de respect. Je pensais sincèrement que le passeport était problématique. » Mais ces mots sonnaient creux, comme une défense maladroite face à une vérité qu'elle ne pouvait nier. Les passagers autour, dont certains continuaient de filmer la scène avec leur téléphone, formaient un cercle invisible de témoins. Monsieur Dupont, le retraité bourguignon qui avait pris la parole pour défendre Aurore, se tenait toujours là, ses bras croisés, son regard perçant fixé sur Véronique. À ses côtés, Madame Lefebvre, la Parisienne élégante, murmurait à son mari, un homme discret en costume bleu marine, qui hochait la tête en signe d'approbation. « C'est inadmissible, » dit-elle à voix basse. « Cette compagnie doit faire mieux que ça. » Aurore, en entendant ces mots, sentit une bouffée de gratitude, mais aussi une résolution grandissante. Elle n'était pas seule, et cela lui donnait du courage. Monsieur Leroux, impassible, fit signe à son équipe de prendre des notes. « Madame Dubois, » dit-il, sa voix grave et autoritaire, « vous avez non seulement manqué à vos devoirs professionnels, mais vous avez commis un acte illégal en détruisant un document officiel. Nous vérifierons l'authenticité du passeport, mais je peux déjà vous dire que vous avez fait une grave erreur. » Il se tourna vers Aurore, son regard s'adoucissant légèrement. « Aurore, veux-tu ajouter quelque chose ?» Aurore prit une profonde inspiration. Elle savait que ce moment était crucial, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient été réduits au silence par des abus de pouvoir similaires. « Je veux que cette affaire soit traitée avec sérieux, » dit-elle, sa voix ferme mais contrôlée. « Ce n'est pas juste une question de passeport. C'est une question de respect, de dignité. Personne ne devrait être traité comme je l'ai été aujourd'hui. » Les mots résonnèrent dans le terminal et plusieurs passagers hochèrent de la tête, certains murmurant leur approbation. Véronique, acculée, baissa les yeux, incapable de soutenir le regard d'Aurore.
Alors que M. Leroux donnait des instructions à son équipe pour escorter Véronique à un bureau à l'écart pour un entretien immédiat, Aurore s'éloigna du comptoir, cherchant un coin tranquille près d'une rangée de sièges vides. Elle avait besoin de respirer, de rassembler ses pensées. Les images de la scène tournaient en boucle dans son esprit. Le son du papier déchiré, le regard glacial de Véronique, les murmures de la foule. Elle s'assit, ses mains tremblant légèrement, et ferma les yeux un instant. Elle repensa à son amie Camille, une ancienne collègue de son père, qui lui avait raconté des histoires similaires, des moments où elle avait été ciblée, humiliée, simplement à cause de la couleur de sa peau. Camille, une femme noire d'une trentaine d'années, avait travaillé comme hôtesse de l'air pour l'Aile d'Azur avant de quitter la compagnie sous la pression de collègues toxiques. Aurore n'avait jamais vraiment compris l'ampleur de ce que Camille avait enduré, mais maintenant, elle commençait à voir les choses différemment. Ce n'était pas juste son histoire, c'était celle de tant d'autres. Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, son téléphone vibra. Un message de Camille apparut sur l'écran. « Aurore, j'ai entendu ce qui s'est passé à l'aéroport. Je suis là si tu as besoin de moi. Tu n'es pas seule. » Aurore sentit une boule se former dans sa gorge. Elle répondit rapidement. « Merci Camille, je vais bien, mais c'est dur. Peux-tu me rejoindre? J'ai besoin de parler. » Quelques minutes plus tard, Camille, une femme élégante aux cheveux tressés et au sourire chaleureux, apparut dans le terminal. Elle portait un manteau en laine beige, typique du chic parisien, mais son regard trahissait une douleur ancienne, mêlée de détermination. « Aurore, » dit-elle en la serrant dans ses bras, « je suis tellement désolée que tu aies dû vivre ça. Mais tu as été forte, tu n'as pas baissé les bras. » Aurore esquissa un sourire, reconnaissante pour ce soutien. « Camille, ce n'est pas juste moi. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi, à tout ce que tu m'as raconté. Ce n'est pas juste. » Camille s'assit à côté d'elle, son expression devenant grave. « Écoute, Aurore, ce que tu as vécu aujourd'hui, je l'ai vécu aussi. Pas de la même manière, mais... » Elle marqua une pause, comme si les souvenirs étaient encore douloureux. « Quand je travaillais pour l'Aile d'Azur, j'étais sous les ordres de Véronique. Elle était ma superviseure, et elle a fait de ma vie un enfer. » Aurore écarquilla les yeux. « Véronique? La même Véronique? » Camille hocha la tête. Oui, elle ne supportait pas de voir une femme noire réussir dans son équipe. Elle m'assignait les tâches les plus ingrates, me critiquait sans raison devant les autres, et un jour, elle a même inventé une plainte contre moi, disant que j'avais été impoli avec un passager. C'était faux, mais personne ne m'a cru, j'ai fini par démissionner. Aurore sentit une colère sourde monter en elle. « Pourquoi tu ne m'as jamais raconté ça? » Camille soupira. « Je ne voulais pas te charger avec mes histoires, mais aujourd'hui, quand j'ai appris ce qu'elle t'a fait, j'ai su que je ne pouvais plus me taire. » Camille sortit son téléphone et fit défiler quelques fichiers. « J'ai quelque chose que ton père doit entendre, » dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. « À l'époque, j'avais enregistré une conversation avec Véronique. Je savais que je devais me protéger, mais je n'ai jamais eu le courage de l'utiliser. » Elle appuya sur lecture, et une voix familière, celle de Véronique, résonna dans le haut-parleur. « Franchement, Camille, je ne sais pas pourquoi tu es encore là. Ce métier n'est pas fait pour des gens comme toi. » Un ricanement suivit, puis une autre voix, celle d'une collègue, ajoutant « Ils l'ont embauchée juste pour cocher la case de la diversité, mais elle ne tiendra pas longtemps. » Aurore sentit son sang se glacer. L'enregistrement était accablant, une preuve irréfutable du comportement toxique de Véronique. « Camille, » murmura-t-elle, « il faut que mon père entende ça. » Elles se levèrent et se dirigèrent vers le bureau où M. Leroux discutait avec son équipe. En chemin, elles croisèrent Julien, un jeune employé de l'Aile d'Azur, qui travaillait comme agent d'escale sous la supervision de Véronique. Julien, un homme d'une vingtaine d'années, au visage doux et aux lunettes rondes, semblait nerveux. Il s'approcha timidement d'Aurore. « Mademoiselle Mbaye, j'ai vu ce qui s'est passé. Ce n'était pas juste. » Aurore le regarda, surprise. «
Merci, Julien. Vous travaillez avec Véronique, n'est-ce pas? Il hocha la tête, baissant les yeux. Oui, et je sais qu'elle n'en est pas à son premier coup. Elle a déjà ciblé d'autres collègues, surtout ceux qui... Il hésita, cherchant ses mots. Ceux qui ne correspondent pas à son idée de ce que devrait être un employé de l'aile d'Azur. J'ai entendu des choses, vu des choses. Si vous avez besoin de quelqu'un pour témoigner, je suis là. Aurore échangea un regard avec Camille. Ce soutien inattendu renforçait sa détermination. Merci, Julien. Ça compte énormément. Lorsqu'elles entrèrent dans le bureau, Monsieur Leroux était en train de discuter avec 2 membres de son équipe exécutive, une femme nommée Claire, directrice des ressources humaines, et un homme, Antoine, responsable des opérations. L'atmosphère était tendue, mais Monsieur Leroux restait calme, son autorité naturelle emplissant la pièce. « Aurore, Camille, » dit-il en les voyant entrer. « Que se passe-t-il? » Camille s'avança, son téléphone à la main. « Monsieur Leroux, je suis une ancienne employée de l'aile d'Azur. J'ai quelque chose que vous devez entendre. » Elle lança l'enregistrement et la pièce plongea dans un silence glacial. Les mots de Véronique, empreints de mépris et de préjugés, résonnèrent comme un coup de tonnerre. Claire, la directrice, porta une main à sa bouche, choquée. Antoine fronça les sourcils, prenant des notes rapides. Lorsque l'enregistrement s'arrêta, Monsieur Leroux se tourna vers Camille. « Pourquoi n'avez-vous rien dit à l'époque? » Camille baissa les yeux. « J'avais peur. Je pensais que personne ne me croirait. Mais aujourd'hui, pour Aurore, je ne peux plus me taire. » Monsieur Leroux hocha la tête, son expression grave. « Merci, Camille. Cet enregistrement change tout. » Il se tourna vers son équipe. « Nous devons ouvrir une enquête immédiate. Véronique Dubois sera suspendue jusqu'à ce que nous ayons examiné toutes les preuves. » Il regarda Aurore, une lueur de fierté dans les yeux. « Aurore, tu n'as pas à t'impliquer davantage si tu ne le souhaites pas. Nous allons gérer cela. » Mais Aurore secoua la tête. « Non, papa, je veux être impliquée. Ce n'est pas juste pour moi, c'est pour Camille, pour Julien, pour tous ceux qui ont été maltraités par des gens comme elle. » Monsieur Leroux posa une main sur son épaule. « D'accord, nous ferons ça ensemble. » Pendant ce temps, Véronique, convoquée dans un autre bureau, était loin d'imaginer l'ampleur de ce qui se tramait. Elle croyait encore pouvoir s'en sortir avec une simple réprimande. Assise face à un responsable des ressources humaines, elle répétait sa version des faits, insistant sur une prétendue erreur honnête. Mais son assurance vacillait. Elle avait entendu des murmures parmi ses collègues, senti les regards suspicieux. Sophie, sa collègue, avait commencé à prendre ses distances, évitant son regard. Véronique, pour la première fois, ressentit une pointe d'inquiétude. Elle avait toujours cru que son autorité la protégeait, que ses actions passeraient inaperçues. Mais ce qu'elle ignorait, c'était que les preuves s'accumulaient contre elle et que son passé, soigneusement dissimulé, était sur le point de refaire surface. De retour dans le terminal, Aurore et Camille s'assirent près d'une baie vitrée donnant sur les pistes. Les avions décollaient et atterrissaient dans un balai incessant, symbole de liberté et de mouvement. Mais pour Aurore, ce moment représentait autre chose, une lutte pour la justice, pour le droit d'être vue et respectée. Camille, à ses côtés, lui raconta d'autres anecdotes de son temps à l'aile d'Azur. Les remarques désobligeantes, les tâches humiliantes, les accusations infondées. « J'ai toujours voulu croire que les choses changeraient, » dit-elle. « Mais il faut des gens comme toi, Aurore, pour faire bouger les lignes. » Aurore hocha la tête, ses pensées tourbillonnant. Elle repensait à son propre parcours, aux obstacles qu'elle avait surmontés, aux regards qu'il avait jugés avant même de la connaître. Elle avait toujours cru que travailler dur suffirait à prouver sa valeur, mais elle comprenait maintenant que certaines batailles nécessitaient plus que du mérite. Elles nécessitaient du courage, de la voix, de l'action. Alors que le soleil déclinait à l'horizon, baignant le terminal d'une lumière dorée, Aurore sentit une résolution nouvelle s'ancrer en elle. Elle n'était plus seulement la victime d'une injustice, elle était une combattante, une voix pour ceux qui avaient été réduits au silence. Avec l'enregistrement de Camille, le témoignage de Julien et le soutien de son père, elle savait que Véronique ne pourrait pas échapper aux conséquences de ses actes. Mais ce n'était que le début.
Cette affaire allait au-delà d'une simple confrontation à l'aéroport. Elle touchait à des questions plus vastes, des questions de respect, d'égalité, de dignité. Aurore regarda Camille, puis le terminal animé autour d'elle. « On ne s'arrête pas là, » dit-elle, sa voix empreinte d'une détermination farouche. « On va changer les choses, pour de bon. » Dans le terminal scintillant de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, où les néons et le murmure des voyageurs formaient une symphonie urbaine, Aurore Mbaye se tenait droite, le regard fixé sur l'horizon où les avions traçaient des lignes blanches dans le ciel crépusculaire. L'incident avec Véronique Dubois, l'hôtesse qui avait déchiré son passeport, avait marqué un tournant. Ce n'était plus seulement une question de justice personnelle, c'était une bataille pour changer un système, pour donner une voix à ceux qui, comme elle, avaient été réduits au silence par des préjugés insidieux. L'enregistrement accablant fourni par Camille, l'ancienne collègue, et le témoignage courageux de Julien, l'agent d'escale, avaient mis Véronique au pied du mur. Mais pour Aurore, ce n'était que le début. La colère et l'humiliation qu'elle avait ressenties s'étaient transformées en une détermination farouche, une volonté de faire entendre sa voix non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient été injustement traités. Alors que les rouages de la justice commençaient à tourner, Aurore savait que son histoire, relayée par les vidéos des passagers et les murmures indignés, était sur le point de devenir un catalyseur pour un changement bien plus vaste. Dans les bureaux feutrés du siège de l'aile d'Azur, à quelques kilomètres de l'aéroport, une réunion d'urgence avait été convoquée. Monsieur Leroux, le PDG et père d'Aurore, présidait la table, entouré de son équipe exécutive. Claire, la directrice des ressources humaines, Antoine, le responsable des opérations, et plusieurs autres cadres supérieurs. L'enregistrement de Camille, dans lequel Véronique proférait des remarques racistes, avait jeté un froid dans la pièce. « C'est inacceptable », déclara Claire, sa voix tremblante d'indignation. Cette employée a non seulement abusé de son pouvoir, mais elle a créé un environnement toxique pour ses collègues et nos passagers. Antoine, d'ordinaire réservé, hocha la tête. Nous devons agir vite. Si cette histoire fuite dans les médias, et elle le fera, avec toutes ces vidéos qui circulent, notre réputation est en jeu. Monsieur Leroux, impassible, posa ses mains sur la table. Ce n'est pas seulement une question de réputation, dit-il, sa voix grave résonnant dans la pièce. C'est une question de valeur. Nous avons une responsabilité envers nos employés, nos passagers et la société. Ce genre de comportement ne peut pas être toléré. Pendant ce temps, Véronique, convoquée dans une salle à part, faisait face à un interrogatoire serré. Son assurance habituelle s'était effondrée, remplacée par une nervosité visible. Assise face à Claire et à un représentant juridique de la compagnie, elle tentait de se défendre, ses mains triturant nerveusement un stylo. « Je n'avais aucune intention de mal faire », insista-t-elle. « J'ai cru que le passeport était faux, c'était une erreur honnête. » Mais le représentant juridique, un homme austère nommé Monsieur Garnier, l'interrompit. « Madame Dubois, nous avons des preuves, un enregistrement audio, des témoignages, qui montrent un schéma de comportement discriminatoire de votre part. Ce n'est pas une simple erreur. » Véronique blêmit, comprenant enfin que ses actions passées, qu'elle croyait enterrées, refaisaient de surface. « Je ne savais pas que c'était enregistré, » balbutia-t-elle, sa voix à peine audible. « Ce n'était pas sérieux, c'était juste... » Elle s'arrêta, incapable de trouver une excuse crédible. Claire échangea un regard avec Monsieur Garnier. « Vous serez suspendu immédiatement, en attendant une enquête complète, » dit-elle. « Et sachez que des poursuites judiciaires sont envisagées pour destruction de documents officiels. » De retour dans le terminal, Aurore, Camille et Julien s'étaient réunis près d'un café, observant le balai incessant des voyageurs. Les vidéos de l'incident partagées sur les réseaux sociaux avaient commencé à circuler à une vitesse fulgurante. Le hashtag #JusticePourAurore, lancé par un passager anonyme, gagnait en popularité, accompagné de messages de soutien et de récits similaires d'autres personnes ayant subi des discriminations dans les aéroports ou ailleurs. Aurore, en parcourant son téléphone, fut submergée par l'ampleur de la réaction. « Regarde ça !»
dit-elle à Camille, lui montrant un tweet d'une jeune femme racontant comment elle avait été interrogée de manière humiliante à un contrôle de sécurité à cause de sa couleur de peau. « C'est plus grand que moi », murmura Aurore, à la fois émue et déterminée. Camille posa une main sur son bras. « Tu as allumé une étincelle, Aurore. Les gens commencent à parler, à partager leurs histoires. C'est grâce à toi. » Julien, qui avait écouté en silence, prit la parole. « Je travaille avec Véronique depuis 2 ans, dit-il, ajustant nerveusement ses lunettes. Elle a toujours eu cette attitude, mais personne n'osait rien dire. Elle avait du pouvoir et elle savait l'utiliser. Mais ce que tu as fait aujourd'hui, Aurore, tu l'as mise face à ses actes. » Aurore esquissa un sourire, reconnaissante. « Merci, Julien. Et merci à toi, Camille. Sans vous, je ne sais pas si j'aurais eu le courage d'aller aussi loin. » Camille secoua la tête. « Non, Aurore, c'est toi qui as eu le courage de ne pas baisser les bras. Moi, j'ai abandonné à l'époque, mais toi, tu as tenu bon. » Le lendemain, l'histoire d'Aurore fit la une des journaux. Le Monde titra « Scandale à l'aile d'Azur, une passagère humiliée par une hôtesse raciste. » Libération publia un article détaillant les témoignages de Camille et Julien, ainsi que l'enregistrement accablant. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, avec des milliers de messages dénonçant les discriminations dans l'industrie aérienne. Des organisations de défense des droits humains, comme SOS Racisme, publièrent des communiqués appelant à une réforme systémique. Aurore, bien qu'au centre de cette tempête médiatique, restait étrangement calme. Elle n'avait pas cherché la célébrité, mais elle comprenait que son histoire était devenue un symbole, un cri de ralliement pour ceux qui avaient été marginalisés. Monsieur Leroux, conscient de l'impact de l'incident, prit une décision audacieuse. Plutôt que de minimiser l'affaire, il choisit de l'utiliser comme un levier pour le changement. Lors d'une conférence de presse organisée au siège de l'aile d'Azur, il s'adressa aux médias, flanqué d'Aurore, Camille et Julien. La salle, remplie de journalistes et de caméras, bourdonnait d'anticipation. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, sa voix ferme mais empreinte d'émotion. « Ce qui s'est passé dans notre compagnie est inacceptable. Ma fille, Aurore, a été victime d'un acte de discrimination flagrant, mais elle n'est pas la seule. Nous avons entendu les témoignages de nos anciens employés, comme Camille, et de nos collègues actuels, comme Julien. Ces voix doivent être entendues. » Il marqua une pause, laissant ces mots résonner. L'aile d'Azur s'engage à réformer ses pratiques. Nous lançons un programme de formation obligatoire sur la diversité et l'inclusion pour tous nos employés. Et nous mettrons en place des mécanismes pour garantir que chaque passager et chaque employé soient traités avec respect. Oh, pays Tantso-Tendo. Aurore, debout à côté de son père, sentit son cœur se serrer. Elle n'avait jamais voulu que son père soit son arme, mais en cet instant, elle était fière de son engagement. Lorsqu'on lui donna la parole, elle s'avança, son regard droit, sa voix claire. « Ce que j'ai vécu à l'aéroport n'était pas juste une attaque contre moi, » dit-elle. C'était une attaque contre tous ceux qui ont été jugés pour leur apparence, leur origine, leur couleur de peau. Je ne suis pas ici pour chercher vengeance, mais pour demander justice, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont été réduits au silence. La salle éclata en applaudissements, et Aurore sentit une vague de chaleur l'envahir. Elle n'était plus seulement la fille d'un PDG, elle était une voix, une force. Camille et Julien prirent également la parole, partageant leurs expériences. Camille raconta comment elle avait été poussée à quitter son emploi, tandis que Julien décrivit l'environnement toxique créé par Véronique et d'autres collègues. Leurs témoignages, sincères et poignants, touchèrent le public. Les réseaux sociaux continuèrent de s'enflammer, avec le hashtag Justice pour Aurore devenant viral à l'échelle internationale. Des passagers d'autres compagnies aériennes commencèrent à partager leurs propres histoires, révélant un problème systémique bien plus vaste. À Paris, des manifestations spontanées éclatèrent devant le siège de l'aile d'Azur, avec des pancartes proclamant « Plus jamais ça » et « Égalité pour tous ». Pendant ce temps, Véronique faisait face aux conséquences de ses actes. Après une enquête approfondie,
le conseil d'administration de l'Aile d'Azur prit la décision unanime de la licencier. Elle fut également poursuivie pour destruction de documents officiels, un délit passible d'une amende et d'une peine d'emprisonnement. Lors de son audience, Véronique, désormais dépouillée de son arrogance, tenta de s'excuser. « Je regrette profondément mes actions », dit-elle, la voix tremblante. Mais ces excuses, tardives et creuses, ne convainquirent personne. Le juge, une femme d'une cinquantaine d'années, au regard perçant, prononça un verdict sévère. Une amende conséquente et une interdiction de travailler dans l'industrie aérienne. Véronique quitta le tribunal, tête baissée, son avenir brisé par ses propres préjugés. Mais pour Aurore, l'histoire ne s'arrêtait pas à la punition de Véronique. Elle voyait plus loin. Avec Camille et Julien, elle lança une initiative au sein de l'Aile d'Azur pour créer un comité de surveillance des discriminations composé d'employés et de passagers pour garantir que de tels incidents ne se reproduisent plus. M. Leroux soutint pleinement le projet, allouant des ressources pour former les employés et sensibiliser le public. Aurore, bien qu'encore étudiante, devint une figure centrale de cette initiative, prenant la parole lors de conférences et de panels sur la diversité. Elle rencontra des activistes, des politiciens et même des dirigeants d'autres compagnies aériennes, tous impressionnés par sa maturité et sa détermination. Un soir, alors qu'elle dînait avec Camille et Julien dans un petit bistrot parisien, Aurore réfléchit à tout ce qui s'était passé. La lumière tamisée des lampes et le cliquetis des verres de vin rouge créaient une atmosphère chaleureuse, contrastant avec la tension des dernières semaines. « Vous savez, dit-elle, un sourire doux sur les lèvres, « je n'avais jamais voulu être au centre de l'attention. Mais maintenant, je vois à quel point nos voix peuvent faire une différence. » Camille hocha la tête. « Tu as ouvert une porte, Aurore, et maintenant, d'autres peuvent la franchir. » Julien leva son verre. « À toi, Aurore, et à tous ceux qui se battent pour la justice. » Ils trinquèrent, et pour la première fois depuis longtemps, Aurore sentit une paix profonde l'envahir. L'impact de l'incident ne se limita pas à l'Aile d'Azur. D'autres compagnies aériennes, sous la pression publique, annoncèrent des réformes similaires. Les médias continuèrent de couvrir l'histoire et Aurore devint une figure inspirante pour une nouvelle génération. Des écoles l'invitèrent à parler, des associations lui décernèrent des prix. Mais ce qui comptait le plus pour elle, c'était de voir des gens ordinaires, des passagers, des employés, oser raconter leurs propres histoires. Elle reçut des lettres de personnes du monde entier, des récits de discrimination mais aussi d'espoir, de résilience. Une lettre, en particulier, la toucha profondément, celle d'une jeune fille de banlieue parisienne qui écrivait « Grâce à vous, je sais que je peux me battre pour ma place dans le monde. » Alors que les semaines passaient, Aurore continua son chemin, non plus comme la fille d'un PDG, mais comme une femme qui avait trouvé sa voie. Elle poursuivit ses études, mais avec une nouvelle mission. Utiliser son savoir pour défendre l'égalité, pour changer les systèmes qui marginalisaient tant de gens. Son père, fier mais discret, la regardait avec admiration. « Tu es plus forte que je ne l'ai jamais été », lui dit-il un jour, alors qu'ils marchaient le long de la Seine, les lumières de Paris scintillant autour d'eux. Aurore sourit. « Non, papa, tu m'as appris à être forte, mais maintenant, c'est à moi de montrer au monde ce que ça signifie. » L'histoire d'Aurore Mbaye, née d'un moment d'injustice dans un aéroport, devint un symbole de résistance et de changement. Le hashtag Justice for Aurore continua de circuler, porté par des milliers de voix à travers le monde. L'industrie aérienne, autrefois aveugle à ses propres failles, commença à se transformer, portée par l'élan d'une jeune femme qui avait refusé de se taire. Et pour Aurore, chaque pas en avant était une victoire, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui, comme elle, avaient été jugés indignes d'une place qu'ils avaient pourtant gagnée. L'histoire d'Aurore Mbaye, telle que racontée dans L'ombre de l'injustice, est bien plus qu'un simple récit d'un incident à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. C'est une parabole puissante sur la résilience, la dignité et la lutte pour la justice face à l'adversité.
En tant que spectateurs, nous sommes invités à plonger dans un monde où les préjugés, les abus de pouvoir et les discriminations systémiques sont mis à nu, mais aussi où le courage individuel peut déclencher une vague de changement. Cette histoire, ancrée dans la culture française avec son mélange d'élégance, de rigueur et de quête d'équité, résonne profondément et offre des leçons précieuses que nous pouvons appliquer dans nos propres vies. Tout d'abord, l'histoire d'Aurore nous enseigne l'importance de défendre sa dignité, même lorsque le monde semble contre nous. Lorsqu'elle fait face à l'humiliation publique infligée par Véronique Dubois, Aurore choisit de ne pas céder à la colère ou au désespoir. Au lieu de cela, elle reste calme, mesurée et utilise sa voix pour exiger justice. Ce choix reflète une valeur profondément française, la maîtrise de soi ou la retenue, qui ne signifie pas la passivité, mais une force intérieure qui permet de répondre à l'injustice avec intelligence et détermination. Dans nos vies, nous pouvons nous inspirer de cette attitude, que ce soit face à une remarque déplacée, une injustice au travail ou une discrimination subtile, nous devons apprendre à affirmer notre valeur sans nous laisser emporter par l'émotion brute. Cela demande du courage, mais aussi une confiance en soi que nous pouvons cultiver au fil du temps. Ensuite, l'histoire met en lumière le pouvoir de la solidarité. Aurore n'est pas seule dans sa lutte. Monsieur Dupont, Madame Lefebvre, Camille et Julien, chacun à leur manière, apportent leur soutien, que ce soit par un mot, un témoignage ou une action concrète. Cette solidarité, si chère à la culture française où la communauté et l'entraide occupent une place centrale, montre que les combats pour la justice ne se gagnent pas en solitaire. Dans nos propres vies, nous pouvons tirer une leçon de cette dynamique. Chercher des alliés, écouter les histoires des autres et offrir notre soutien à ceux qui en ont besoin. Que ce soit en dénonçant une injustice au travail, en soutenant un ami victime de préjugés ou en participant à des initiatives communautaires, nous avons tous un rôle à jouer pour créer un monde plus équitable. Un autre enseignement clé est la nécessité de confronter les systèmes défaillants. L'incident avec Véronique n'est pas isolé. Il révèle un problème plus large au sein de l'aile d'Azur et par extension dans l'industrie aérienne. Aurore, avec l'aide de son père, de Camille et de Julien, ne se contente pas de punir une seule personne. Elle pousse pour des réformes structurelles, comme des programmes de formation à la diversité et des mécanismes de surveillance. Cette approche reflète une valeur française fondamentale, la quête de justice sociale, souvent incarnée dans des débats publics et des réformes institutionnelles. Pour nous, cela signifie que nous ne devons pas nous arrêter à des solutions superficielles. Si nous constatons des injustices dans nos environnements, que ce soit à l'école, au travail ou dans la société, nous devons oser poser des questions difficiles et proposer des changements durables, même si cela prend du temps. L'histoire d'Aurore nous rappelle également l'impact des petites actions. Le hashtag #JusticePorAurore, né d'un simple tweet, devient un mouvement mondial. Les vidéos filmées par les passagers, les témoignages partagés sur les réseaux sociaux, tous ces gestes, apparemment anodins, contribuent à amplifier la voix d'Aurore. Dans la culture française, où l'expression individuelle et la liberté de parole sont sacrées, cette idée résonne particulièrement. Nous pouvons appliquer cette leçon en utilisant nos propres plateformes, qu'il s'agisse d'un post sur Instagram, d'une conversation avec un collègue ou d'une lettre à une autorité, pour dénoncer les injustices et inspirer les autres. Chaque mot compte, chaque action peut faire une différence. Enfin, l'histoire nous enseigne la résilience face à l'adversité. Aurore, malgré l'humiliation et la douleur, transforme son expérience en une force motrice pour le changement. Elle ne se définit pas comme une victime, mais comme une actrice de sa propre destinée. Cette résilience, mêlée d'une élégance stoïque, est une qualité admirée en France, où l'on valorise ceux qui surmontent les épreuves avec grâce. Dans nos vies, nous pouvons apprendre à transformer nos propres défis en opportunités de croissance.
Qu'il s'agisse de surmonter un échec, de faire face à une critique injuste ou de naviguer dans un monde qui ne nous accepte pas toujours, nous pouvons choisir de nous relever, d'apprendre et de continuer à avancer. En appliquant ces leçons, nous pouvons tous contribuer à un monde plus juste, plus inclusif. Défendre notre dignité, chercher la solidarité, confronter les systèmes défaillants, agir à notre échelle et rester résilient sont des principes universels, mais ils prennent une couleur particulière dans le contexte français, où la justice et l'égalité sont des idéaux chéris. L'histoire d'Aurore nous montre que le changement commence avec une seule voix, un seul acte de courage. Elle nous invite à réfléchir à notre propre rôle dans la lutte contre l'injustice, à nous demander comment nous pouvons, à notre manière, faire entendre notre voix. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez en la puissance du courage et de la justice, alors agissez dès maintenant. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour amplifier ce message d'espoir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes et laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que cette histoire vous a inspiré ou comment vous luttez contre l'injustice dans votre propre vie. Ensemble, faisons entendre nos voix et construisons un monde où chacun est respecté pour qui il est. À bientôt pour une nouvelle histoire.